Bonsoir à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro de Portrait. Ce soir, nous nous intéressons à Patrice Emery Lumumba, la figure emblématique de l'indépendance congolaise, un héros national dont l'héritage reste vivant aujourd'hui. Déclaré héros national après sa mort, il continue d'inspirer des générations entières. Pour parler de son parcours, j'ai le plaisir d'accueillir sur ce plateau Monsieur Armand Mavinga. Bonsoir et merci d'être avec nous. Bonsoir, merci. Patrice Emery Lumumba, il est né le 2 juillet 1925 dans la province du Sankuru, mais ses parents ne l'ont pas nommé Patrice Emery, donc il a changé de nom. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus? Oui, son nom d'origine, c'est beaucoup plus Elias Okitasombo. Et après, bon, nous ne savons pas la motivation exacte, mais je pense qu'à l'époque, les colonisateurs, le mouvement de population qu'ils appellent les populations indigènes, c'était bien surveiller le mouvement des gens. Et pour aller d'une province à une autre, c'était bien surveillé. Et est-ce qu'il a pu changer de nom pour passer outre le contrôle excessif des colonisateurs? Nous n'en savons rien. Mais je pense qu'il aurait été mieux s'il était vivant que lui-même le dise. Parce qu'après, en 1947, il va s'ajouter le prénom de Emery. Donc, il aurait été vivant, il n'aurait dit. Mais je pense que c'était une motivation par rapport à son combat. Et quel est le parcours éducatif de Patrice Emery Lumumba? Patrice Emery Lumumba, vous savez, à l'époque, l'éducation, c'est surtout les églises catholiques et protestantes. Il a commencé sa formation dans le cadre des églises, dans le cadre de l'école catholique et protestante. En 1941, il y a un incident avec un enseignant qui interrompt ses objectifs de suivre des soins infirmiers. Et en 1942, il devait obliger, parce que d'abord il était à Onalua, là à Katagokombe, dans le Sankuru, mais il devait maintenant entamer une nouvelle étape de sa vie en allant à Saint-Lévi, actuellement Kisangani, en 1942. Et il arrive à Kisangani en 1942, et en 1944, il rencontre M. Paul Kimbulu, qui l'accueille et qui l'aide à entrer à la poste et devenir un agent postier. Et là, ça change. Il prend toute sa vie. Et là, il commence lui-même à se former. C'est un autodidacte qui a appris à parler français en allant dans des bibliothèques. Donc, c'est quelqu'un qui avait un sens d'engagement pour lui-même et pour les autres. Et donc, ça, c'est en 1944. Mais en 1947, il viendra à Léopoldville, où il va continuer sa formation à l'école postale de Léopoldville, donc Kinshasa. Et là, il va connaître une promotion et il va avoir le statut qu'on appelle un évolué. Donc, il devient un évolué qui était à l'époque un statut de reconnaissance que vous avez assimilé le modèle de vie occidental des colonisateurs. C'est-à-dire, vous n'êtes plein d'indigènes, des gens qui vivent, qui ne vivent pas selon le modèle occidental. Donc vous êtes maintenant assimilé, un évolué, donc vous avez évolué dans la mentalité, dans la façon de vivre et dans la façon d'être. Donc vous êtes vraiment quelqu'un qui est dans vous avez assimilé le modèle occidental de vie. Et donc voilà. Et en 1954, il va même être élu président de l'association des évolués de Stanleyville. Et c'est ce qui va marquer d'ailleurs sa personnalité. Il devient une grande personnalité. Et c'est ce qui ferait même en 1945 qu'il puisse rencontrer le roi Baudouin. Le roi Baudouin, donc il prend l'envergure et il s'est fait aussi même dans le syndicat de postiers. Il commence à défendre les droits de postiers et surtout, il commence à défendre les droits des évolués. Parce que lui, devenait évolué, Lumumba s'attendait maintenant à vivre comme les Blancs. Mais il s'est rendu compte, mais nous sommes des évolués, mais comment nous n'avons pas le même salaire, comment nous n'avons pas le même standing de vie avec les colonisateurs, il a commencé maintenant à écrire, c'est là, il deviendra journaliste, et il va commencer à plaider la cause des évolués pour que les évolués aient aussi les mêmes conditions de vie que Et là, ça reprend ce que Jean-Paul Sartre disait, c'est un peu comme un piège. Vous voulez être un évolué, vivre comme le colonisateur, mais le colonisateur, vous avez mis une marge
entre les évolués et les indigènes. Donc, voulait maintenant un piège pour appartenir à une bourgeoisie occidentale sans le vouloir. Bien sûr. Et dans son parcours, Lumumba a connu plusieurs arrestations, mais c'est celle de 1956 qui marque un tournant dans son engagement nationaliste. C'est à partir de ce moment-là qu'il se définit vraiment comme un nationaliste. Est-ce que vous pouvez nous expliquer pourquoi cette arrestation de 1956, elle est aussi particulière? Donc, Lumumba lui-même récuse ça en disant que c'est injuste, parce qu'il est évolué, il devient évolué, et il travaille. Il semble qu'il y avait un problème de salaire qui ne convenait pas. D'ailleurs, c'est ce qu'il va reprendre dans son discours du 30 juin. Hein. Et nous travaillons, on ne nous donne pas ce qu'il nous faut pour bien nous nourrir, pour bien nous vêtir, pour bien loger, pour prendre en charge nos enfants et autres. Et donc, Lumumba, on dirait qu'il avait volé des chèques postaux d'une valeur de $2500. À l'époque, les autres récusent. Lui, il en disait que c'était de l'injustice. Et c'est une accusation injuste à son égard. Donc nous n'avons pas tous les détails, mais pour lui, c'était une accusation injuste. Mais ça va marquer un tournant. Là, il a compris que nous sommes dans un monde injuste. Jamais nous serons à même évoluer, nous serons, il y aura une sorte d'égalité avec le colonisateur. Donc nous sommes des évolués, mais nous ne sommes pas comme les autres. Et là, ça commence son combat pour la justice et l'égalité et pour une vie de dignité. Et là, il devient vraiment un combattant pour ça. Et en parlant de son combat donc en 1958, donc toujours dans cette volonté de lutte anticolonialiste, il décide de créer un parti. Donc il crée le Mouvement national congolais, qui est un parti socialiste mais aussi panafricain. Quel rôle ce parti va jouer dans les années 1960? Donc, il faut d'abord dire qu'avant de créer le parti, ils étaient partis en Belgique, ils ont participé à l'exposition universelle qui avait lieu en Belgique. Ils se sont rendus compte, il s'est rendu compte qu'on n'a pas donné l'importance que méritait le peuple congolais et son pays à cette exposition. Il est indigné. Quand il revient, il est révolté. Et que le mouvement national congolais, comme le dit lui-même le parti dans sa dénomination, mouvement national congolais, c'est-à-dire un mouvement censé regrouper tout le Congolais autour de l'idéal du combat pour la dignité, pour la liberté et pour la justice. Et il faut le souligner aussi qu'il a été aussi influencé parce qu'en décembre 1958, il a participé à la grande conférence panafricaine à Accra, chez Kwame Nkrumah. Il a été profondément marqué par le panafricanisme de Kwame Nkrumah. Et là, il a eu l'occasion de rencontrer toutes les grandes personnalités de l'époque, le Nyerere. Il a même rencontré le Frantz Fanon qui disait que le Congo a la forme d'un revolver, l'Afrique a la forme d'un revolver, dont la gâchette se trouve au Congo. Donc il a été marqué par cette rencontre-là avec toutes les personnalités. L'Orden Roberto, le Moumier, tous ces gens qui luttaient pour l'Afrique. Et là où il y avait vraiment un élan panafricaniste. Et c'est là où il s'est mis dans le bain du panafricanisme, d'où Lumumba était à la fois un grand nationaliste et en même temps un panafricaniste. Et là, maintenant, il lance le MNC, c'est pour vraiment faire en sorte qu'il y ait un mouvement, parce que lui, il était un véritable unitariste. Parce qu'il y avait deux courants, les unitaristes et les fédéralistes. Lui, il était vraiment un véritable unitariste. Et le 4 janvier 1959, il y a une série d'événements qui va accélérer le processus d'indépendance du Congo belge. Oui. Est-ce que vous pouvez revenir sur cette série d'événements? Oui, le 4 janvier 1959, il y avait un meeting qui devait avoir lieu à Imika. C'était le meeting de la Bako de Kasavubu, l'Inzensalan de l'autre. Alors le meeting a été annulé par les colonisateurs. Et après, il y a une sorte de colère. Vous connaissez les raisons de l'annulation du meeting? Bon, je pense on peut dire que ce sont des problèmes administratifs ou autres, mais les colonisateurs redoutaient déjà. Parce que Kasavubu était devenu aussi une personnalité redoutable. Et avec la Bako, et surtout que c'était le Kinshasa, et c'était vraiment le terrain de la Bako. Et donc, ils avaient peur qu'il y ait des émeutes, et les émeutes sont arrivées. Et quand ils ont interdit le meeting, et quelques points après, il y a eu ces événements du 30 janvier 1959, et tout est parti, et c'est là où l'élan véritable pour l'indépendance
a été vraiment lancé pour dire que cette fois, nous ne reculons pas. Il nous faut l'indépendance. Les autres disaient l'indépendance immédiatement, nous que maintenant. Et après même, il y aura Lumumba à Kisangani, je pense, en décembre 59. Il y aura aussi dans sa campagne, toujours pour l'indépendance, il y aura aussi des émeutes à Saint-Lévy et il sera arrêté. Je pense qu'en décembre 59, Lumumba aussi sera arrêté à Saint-Lévy. Il était même en prison juste au moment où, en janvier-février 60, il devait avoir maintenant la table ronde en Belgique pour statuer sur l'indépendance. Je pense que ces événements ont accéléré le processus d'indépendance, parce que juste après ces événements, au mois de janvier-février, tous les leaders politiques se retrouvent en Belgique pour statuer sur l'indépendance. Et le 30 juin 1960, le Congo devient indépendant. Et dans les rues de Kinshasa, on chante « Indépendance, tcha-tcha, regardez ». Indépendance, tcha-tcha, tozumiye, okikwaza, tcha-tcha, tobakidi, otableron, tcha-tcha, baganye, onipanda, tcha-tcha, tozumiye. Indépendance, tcha-tcha, tozumiye, okikwaza, tcha-tcha, tobakidi, otableron, tcha-tcha, baganye, onipanda. Asoreko na bako, bayokani motomoko, nakonaka na cartel, balingani na front commun, bolikando kazavubu, elumumba na kalombi, boliachombe kamitatu. Indépendance, tcha-tcha, tozumiye, okikwaza, tcha-tcha, tubakidi, otabero, tcha-tcha, baganye, onipanda, tcha-tcha, tozumiye. Que vous inspirent les images qu'on vient de regarder, mais surtout la chanson qu'on écoute? Oui, cette chanson, c'est devenu même un véritable patrimoine de notre histoire. De Feu Kaledjev, qui était un grand artiste avec l'African Jazz, qui a chanté. C'est une chanson qui est même chantée en Afrique. Hein. Quand on parle d'indépendance, les gens mettent la chanson, même s'ils ne connaissent pas le contenu, la langue lingala, oui. Mais s'exprime l'espoir. Il y avait un espoir. On s'était dit, maintenant, nous sommes libres. Nous sommes un peuple libre. Nous allons nous développer. Nous allons décoller. Mais 11 jours après, le peuple congolais a dû déchanter. Parce que les problèmes avaient déjà commencé. Mais revenons d'abord au discours prononcé par Lumumba le 30 juin. Quelle est la portée de ce discours, des paroles qu'il a dites ce jour-là? D'abord, il y a le discours. Le discours du président Joseph Kasavubu était beaucoup plus tourné sur la dimension culturelle du développement. Nous-mêmes, dans notre enracinement, dans notre identité, tout ça. Il avait fait un discours plus diplomatique. Et Lumumba vient, il fait un discours virulent pour rappeler toutes les souffrances que nous avions vécues, pour montrer que ce n'est pas un cadeau. Il y a eu des souffrances, on nous a maltraités, on nous a traités dans une sorte d'indignité. On n'avait pas droit à une vie digne, à une vie de liberté. On n'avait pas de salaire décent, on n'avait pas de conditions décentes. C'était vraiment une sorte de plaidoyer, ce qu'on appelle en droit une sorte d'argument ad hominem. C'est-à-dire ça adresse directement au colonisateur. Pour nous avoir fait souffrir et nous n'allons pas oublier tout ce que nous avons fait, quand bien même nous sommes en train de fêter l'indépendance aujourd'hui. Et là, ça avait choqué le roi Baudouin, qui a failli même partir de la cérémonie, mais son gouverneur, ce gouverneur représentant de la colonie qui était là, on a dû calmer le roi pour qu'il soit là. C'était le Sieur Lumumba. Il était un résistant. Et la fougue, l'esprit, la vérité. Vous pensez que c'est à cause de cela qu'il est considéré jusqu'à présent comme le père de l'indépendance congolaise? Je pense que cette fougue, où l'on considère comme le père de l'indépendance congolaise, mais le considérer comme le père de l'indépendance congolaise, c'est ignorer notre histoire.
Il y a eu des pères de l'indépendance. Parce que si nous devons parler de l'indépendance, la première personnalité qu'il faut citer, c'est Simon Kimbangu en 1921. C'est lui qui a commencé à entamer le fondement rigide de la colonisation. On peut citer aussi un autre intellectuel, comme Paul Panda Farnana, qui est parmi, je crois, le premier grand universitaire congolais dans les années 1921, qui était un ingénieur agronome. Ce sont des gens qui avaient la conscience, qui parlaient déjà de notre indépendance. Donc, et il est parmi les pères de l'indépendance. Il y avait des Kassaboubou, il y avait les Nzeza Landou, il y avait beaucoup de personnalités qui étaient aussi engagées. Il y avait aussi, dans le cadre de l'Église catholique, il y avait des gens qui apportaient aussi la pensée. Il y avait des Iléons. Il y avait aussi Albert Maloula, qui est devenu par la suite cardinal. C'était un intellectuel qui travaillait en sous-main pour propulser la conscience africaine. Et d'ailleurs, c'est lui qui était à la base de l'esprit, l'africanisation de l'Église. Donc, il y avait beaucoup de cerveaux qui réfléchissaient, il y avait beaucoup d'engagements. Et c'est tous ces engagements qui ont fait qu'à un moment donné, il fallait que les Belges se décident d'accorder une indépendance qu'ils ont vite refusée par la suite. Vous l'avez dit juste avant, la joie de l'indépendance, elle est de courte durée. Pourquoi? Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Déjà, je pense le 5 juillet, il y a déjà une mutinerie de militaires à Tisville en Banzangongo. Ils récusent que l'armée soit dirigée par des officiers belges. Hein, il faudrait que l'armée soit entre les mains ça commence à venir. Le 11 juillet, c'est la sécession du Katanga. Le Katanga qui proclame son indépendance pour dire nous devenons indépendants. Et le 8 août, si je ne m'abuse, il y a le truc de la sécession du Kasaï. Qui demande aussi, qui se dit aussi, il devient un État indépendant. Donc déjà, nous venons à peine d'accéder à l'indépendance, le problème commence. Parce que là, nous étions en plein dans un processus de néocolonialisme. C'est-à-dire le colonisateur, comme on disait, avant la colonisation égale comme après la colonisation. Donc c'était ça, parce qu'on ne pouvait pas se permettre de laisser ces grandes richesses qui égorgeaient la République démocratique du Congo entre le maître congolais. C'était difficile pour les Occidentaux, même les colonisateurs, de se débarrasser de ces richesses stratégiques qui besoin notre pays. Et surtout que nous étions aussi dans la période de la guerre froide. Donc il y avait d'une part les pays qui sont dans le bloc Est avec l'Union des républiques socialistes soviétiques, l'URSS, et l'autre, le bloc occidental, sous la bannière des États-Unis d'Amérique. Et à quel moment, selon vous, Patrice Emery Lumumba devient l'homme à abattre? Vous savez, Patrice Emery Lumumba, d'abord, quand il y a l'incident avec le président Kasavubu le 5 septembre, si je m'abuse, à 20h03, le président Kasavubu révoque Lumumba, à 21h05, Lumumba révoque le président Kasavubu. Le colonel Joseph, le lieutenant-général Joseph Désiré Mobutu, qui le 12 septembre était nommé chef d'état-major de l'armée, neutralise les hommes politiques pour dire qu'il y a des désordres. Il faut neutraliser les hommes politiques. Il neutralise les hommes politiques, mais quelques jours après, il laisse le président Joseph Kasavubu reprendre ses activités. Il présente Lumumba comme un communiste. Mais Lumumba lui-même récusait cela en disant « Mais non, je n'ai jamais dit que je suis un communiste. J'ai dit que nous nous battons d'abord pour l'indépendance politique, et après nous verrons les aspects de l'indépendance économique et sociale. » Donc Lumumba le disait. Mais donc il a été un bouc émissaire. Moi, je ne pense pas que Lumumba était un marxo-léniniste comme les autres que nous avions connus, qui étaient véritablement des socialistes, qui étaient dans le marxisme, dans le léninisme. Donc Lumumba, c'est quelqu'un, un nationaliste. Il n'était pas un communiste, il était d'abord un nationaliste unitariste qui voulait l'unité du pays. Et que n'en déplaise, comme l'était déjà présenté comme un dangereux. Et surtout que quand il y a ces troubles qui commencent au pays, il avait aussi des réflexes de dire si aussi l'Union soviétique, on peut nous aider militairement. Donc, mais c'était des réflexes, il fallait prendre toutes les précautions. Mais donc Lumumba était un nationaliste et unitariste. Et alors, il était présenté par Mobutu comme un communiste, automatiquement,
Lumumba était indexé d'office. Et Mobutu apparaissait désormais comme le garant de la lutte, de la guerre froide, le protecteur, donc le garant de la lutte contre l'influence communiste. Est-ce que les États-Unis et la Belgique ont joué un rôle dans l'assassinat de Patrice Emery Lumumba? Ils le disaient même. La Belgique même le dit. L'officier qui ont procédé à l'assassinat de Lumumba et de Kito Dompolo le disait même. La preuve qu'il avait, l'officier avait même montré la dent qu'il avait gardée en disant qu'ils avaient liquéfié leur corps. Et le Devlin, qui était le genre de la CIA de 60 à 67 en République du Congo, après il avait publié un ouvrage 50 ans après pour montrer qu'ils étaient dans le coup. Parce que 50 ans après, c'est déclassifié. Il a publié pour dire que la CIA... Mais c'était des enjeux énormes, la guerre froide. Donc les États-Unis, les pays occidentaux ne pouvaient pas accepter qu'un pays aussi stratégique comme le Congo devienne un pays communiste entre les mains des Soviétiques. Surtout que la première bombe atomique des États-Unis a été fabriquée avec l'uranium du Congo. Et comme Einstein l'avait dit à l'époque de la Deuxième Guerre mondiale, qu'il avait écrit une lettre au président des États-Unis d'Amérique en disant qu'il est important que nous prenions possession de ces pays, parce qu'ils détiennent des minéraux stratégiques. Il ne faut pas que ces minéraux tombent entre les mains de nos ennemis. Donc quand tu étais identifié communiste, tu payais. Et la preuve que non seulement on a assassiné Lumumba au Kitompolo, et un mois après, le 17 février, les autres compagnons, les Fina, les Nyangara, les Elengesa, les Ndjouzi et autres, ont été arrêtés et acheminés au Kassai et aussi aux États-Unis assassinés. Donc c'est pour dire que la guerre froide ne pardonnait pas. En 1961, donc, comme vous venez de le dire, après la mutinerie du camp de Tisville, Lumumba, Maurice Polo et Joseph Okito sont transférés à Elisabethville, donc l'actuel Lubumbashi, et sont donc exécutés le 17 janvier 1961. Est-ce que vous pouvez revenir sur les dernières heures de vie de Patrice Emery Lumumba? Sur les dernières heures de vie, Lumumba, parce qu'il était en résidence surveillée déjà, quand il est démis, le 14 septembre, là, en résidence surveillée. Il a tenté de fuir pour rejoindre les autres qui ont fait une base arrière à Kisangani. Parce que Kisangani, sans les villes, c'était devenu la base arrière de tous les compagnons de Lumumba pour lancer leur rébellion contre le pouvoir en place à Kinshasa. Et donc, Lumumba est rattrapé et on l'exécute. Mais moi, je détiens de Lumumba la lettre qu'il avait écrite à sa femme, là où Lumumba a montré tout son sens de son engagement pour le pays. Un message, il dit à sa femme, à maman Apolline, qui est veuve, et en pensant, j'exprime toute ma compassion à sa famille et à toutes les familles de Lumumbis qui ont été assassinées, massacrées, les parents. Vraiment, je leur exprime ma compassion et nous devons tout faire pour que notre pays ne revive plus cet hécatombe. Et alors, Lumumba écrit à Apolline, mais les mots sont très forts. Très forts. Il dit, c'est pas ma vie qui m'importe, mais c'est la vie de dignité, de liberté du peuple congolais du Congo. Je sais que peut-être je ne vous verrai plus, je veux mourir, mais c'est la vie de dignité. J'ai fait un choix de ne jamais trahir mon pays. J'ai fait un choix, malgré les persécutions. Je ne peux jamais faire de compromission avec les ennemis de mon peuple. Mais, tôt ou tard, l'histoire de l'Afrique du Congo ne s'écrira pas en Occident ou en Asie ou ailleurs. Mais l'histoire s'écrira au Congo, en Afrique, donc au Congo. Et l'histoire du Congo devra s'écrire au Congo. Et l'histoire de l'Afrique s'écrira en Afrique. Donc, Lumumba nous a lancé un message. C'est une lumière qu'on a voulu éteindre. Mais en voulant éteindre cette lumière, on a permis à cette lumière de nous éclairer à jamais. Justement, lorsque la mort de Patrice Emery Lumumba est annoncée, le Premier ministre indien Nehru va déclarer « Un Lumumba mort est plus puissant qu'un Lumumba vivant ». Qu'est-ce que vous pensez de cette déclaration? Est-ce que vous partagez Mais c'est ce que je viens de dire. Bien sûr. Si Lumumba était vivant, je suis convaincu qu'il ne serait pas aussi populaire qu'il est aujourd'hui.
Aujourd'hui, Lumumba est devenu comme cet ancêtre, cette lumière qui nous regarde de loin, qui nous dit suivez ce que je vous ai dit. Et qu'est-ce que vous faites du Congo? Qu'est-ce que vous faites de l'Afrique? Donc Lumumba est venu comme cette étoile brillante qui éclaire le Congo, qui éclaire l'Afrique. Et nous devons nous ressourcer, voir quelle est cette lumière et comment nous en emparer pour faire vraiment que nous ayons une vie lumineuse, une vie de joie, de dignité, de liberté, de justice, et comme voulait Lumumba. Donc c'est véritablement vrai. Si Lumumba était vivant, il ne serait pas aussi populaire qu'il est aujourd'hui. Il est devenu une référence non seulement au niveau africain, au niveau international. D'ailleurs, il n'y a pas longtemps, on a fêté son centenaire à la Fédération de Russie. Il y a eu une grande fête en Russie. On a fêté le 100e anniversaire, le 2 juillet de sa naissance. Et en 1966, donc après sa mort et sous le règne du président Mobutu, Patrice Emery Lumumba est proclamé héros national. Quelle est la portée politique de cette réhabilitation? Mais je pense que le président Mobutu avait une crise de conscience par rapport à la mort de Lumumba. Et il s'est souvenu du combat qui était noble de Lumumba. Il fallait le reconnaître comme héros national. Moi, je pense qu'il le mérite amplement d'être un héros national. Nous n'étions pas dans tout ce qui a entouré cette nomination, mais il le mérite d'être vraiment un de nos héros nationaux. Et Patrice Emery Lumumba a rêvé de faire du Congo le centre de rayonnement de l'Afrique entière. Aujourd'hui, qu'est-ce qui reste finalement du rêve de Patrice Emery Lumumba? Oui, je voudrais dire que Lumumba, comme je veux le dire, si vous lisez la lettre qu'elle a écrite à sa femme, moi je pense que même la lettre qu'elle a écrite à maman Pauline peut même faire l'objet un jour d'un cours de civisme dans notre pays. Il nous a légué un sens profond du nationalisme. Il nous a légué, lui il était un unitariste, parce qu'il s'est rendu compte dans cette situation de crise dans laquelle nous trouvons notre pays, il se disait si on applique le fédéralisme, ça va faciliter à nos ennemis pour balkaniser le Congo. Il avait peur du fédéralisme parce que pour Lumumba, dans la situation de grave crise sécuritaire où se trouvait le pays, appliquer le fédéralisme, c'est accepter, donner une carte blanche à nos ennemis, tout ça. Il y avait le panafricanisme. Lumumba rêvait d'une Afrique unie, où du nord au sud, de l'est à l'ouest, nous devions être un même peuple, un grand peuple, comme l'avaient rêvé les Kwame Nkrumah, les Sékou Touré, les Julius Nyerere, tout le monde qui rêvait, les Frantz Fanon. Donc, il était profondément conscient du rôle que devait jouer le Congo, surtout en tant que gâchette du grand revolver que l'Afrique. Lumumba nous a lancé aussi le sens du sacrifice. Parce que quand il dit « je serai mort, peut-être je ne verrai plus mes enfants », ce n'est pas ma vie qui m'importe. C'est la vie de la dignité, la liberté de mon peuple et de ma nation. Le sens du sacrifice. Lumumba nous a appris le sens du sacrifice. Savoir à un moment donné, donner sa vie en sacrifice, se sacrifier pour le bien de son peuple et de sa nation. Là, il nous a enseigné. Il nous a enseigné aussi un esprit de ne jamais trahir le Congo, comme l'avait dit Laurent Désiré Kabila. Parce qu'il a dit, je préfère être persécuté, je préfère être assassiné, mais je ne ferai jamais de compromis avec les ennemis intérieurs et extérieurs de mon pays. Donc Lumumba nous lègue un grand esprit patriotique, un grand esprit de nationalisme, un grand esprit d'unité, de dignité, de justice qui devra régenter nos activités aujourd'hui et demain. Pour nous, c'est une référence, c'est une lumière qui devra nous éclairer chaque jour, aujourd'hui et demain, et pour que nous puissions construire le grand Congo du 21e siècle qui m'est cher. Merci Armand Mavinga de nous avoir parlé de ce héros national. Portez-vous bien et à très vite pour un nouveau portrait sur Global Africa Télé Sud.